Moi je vais être très très bref, mais la règle du jeu veut qu'à la fin on dise pourquoi en fait on aime beaucoup la personne, qu'elle soit un auteur donc émérite ou un éditeur qui est venu ce soir-là. Donc on a fait une sélection en fait de ce qu'on aime bien chez Pierre Jourde, mais pour des raisons de temps je ne vais parler très vite que de 4 livres. Donc je vais parler de 2 romans et de 2 ouvrages critiques. Donc les 2 romans, Festin secret, moi, en roman c'est par là, mais comme beaucoup de monde que j'ai rencontré Pierre Jourde. Donc alors moi j'y dispose de la vieille édition Pocket, mais l'édition d'origine est mieux, quand même. Infiniment plus belle, il faut reconnaître. L'édition Pocket était un peu... J'ai un peu masqué quand j'ai vu la couverture. Ouais, c'est un peu Pocket, quoi. Enfin, vraiment, on n'y voyait pas des... Mais, bon. J'avais demandé de mettre un Goya dans la couverture, ils ont trouvé que c'était... Mais c'est un livre magnifique. Alors, moi, pour le décrire en quelques phrases, ce qui n'est pas facile, c'est un livre qui a une immense densité. Il faut imaginer en fait le professeur agrégé, jeune, français, c'est en France, qui est affecté donc en première affectation dans une ville de province qui n'est pas la toute petite bourgade, qui n'est pas non plus la grande métropole, et puis qui, dans le contre-pied total de ce que peut être par exemple des ouvrages comme ceux de David Lodge ou de Anne Fine, où en fait tout est un peu gentillet, certes il y a de la perversité, mais c'est de la perversité individuelle, il n'y a jamais d'effet de système. Là, c'est la plongée dans l'horreur absolue que représente à la fois un système éducatif totalement perverti. Et on parlait du langage, là il y a un exemple d'étudiant limousin assez sidérant en fait, quand on parle de l'ISFM. Et par ailleurs, dans l'abjection ordinaire, au jour le jour, innocente et construite dans la durée, que peut représenter la bourgeoisie quand elle se construit en tant que projet de vie bourgeoise. C'est à la fois jouissif, parce que c'est d'une écriture où ça pétille évidemment à toutes les pages, et en même temps c'est assez voisin de l'horreur absolue, dans ce que ça présente en fait comme le destin, en fait, si on ne le prend pas en main soi, et très tôt, ce à quoi on est exposé, quoi. Enfin, ouais. J'ai le droit de dire un truc? Bien sûr, parce que moi c'est uniquement ma vision. Non, alors non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une dimension vraiment satirique du livre, satirique et horrifique. C'est-à-dire présenter une espèce de système éducatif poussé au noir complet, une espèce d'usine à gaz, essayant de recycler de pauvres types complètement perdus de délinquance, etc. Et une bourgeoisie manipulatrice, perverse, livrée aux pires perversions sexuello, je ne sais quoi. En fait, c'est un roman d'horreur, d'une certaine manière. Vraiment, mon idéal, c'était les films de David Lynch quand j'ai écrit ça. Tout ce qu'on dit là, il faut le reprendre à un autre niveau, qui est le fait que le roman est à la 2e personne, c'est-à-dire que, on dit, quand le type va dans sa première affectation, tu prends le train, tu t'assois dans le compartiment, etc. Et il faut comprendre petit à petit que le personnage du jeune prof qui mène sa carrière, etc., est la victime d'une espèce de démon intérieur qui lui raconte des trucs, qu'il pousse de plus en plus au noir et à la paranoïa. Qui pousse de plus en plus au noir et à la paranoïa. C'est-à-dire que le tableau qui est fait de notre société, c'est à la fois un tableau satirique, mais c'est aussi le tableau qui est fait par ce démon qui le pousse au désespoir, en fait, par rapport à ça. Et démon qui va être amené à rencontrer, d'une certaine manière. Je ne peux pas être plus d'accord, mais moi j'aurais pas osé le dire, donc je préfère que ce soit vous qui le disiez, parce que j'ai l'impression de révéler un peu trop, quoi, si je dis ça. Mais l'autre, donc, qui est récent, puisqu'il est de la rentrée dernière, donc Le Maréchal absolu. Alors, je vais être encore beaucoup plus rapide, parce que Carole Martinez en a parlé superbement en janvier, quand elle était elle-même libraire invitée, et comme c'est disponible en fait sur le site de Caribe, donc en vidéo, je ne vais pas paraphraser mal ce que Carole Martinez disait brillamment. Mais Le Maréchal absolu, c'est comme le nom indique, c'est le dictateur ultime. Alors, il est vraisemblablement africain, il y a des tas d'éléments de sens qui sont africains, mais il pourrait ne pas l'être à la limite. C'est vraiment le dictateur absolu. Et puis, on démarre avec une histoire de dictateur. À côté duquel celui d'Amadou Kourouma, enfin le narrateur, enfin l'idole En attendant les bêtes sauvages, paraît un peu pour un enfant de cœur, un peu maladroit, quoi. Et puis, on croit que c'est ça, pendant un quart du livre,
Et puis d'un seul coup, on va commencer à avoir des couches narratives où on change de narrateur, il y a une deuxième couche qui arrive, puis une troisième, puis une quatrième, et on s'aperçoit qu'en fait, l'objet de ce livre, certes, c'est le pouvoir, mais c'est pas du tout le dictateur africain et les services secrets et les machins. Ça, c'est les éléments de décor, le truc, c'est entièrement sur le langage et sur le fait que le langage crée la réalité. Et c'est magnifique d'intelligence narrative pour arriver à faire exploser ça en fait dans la quatrième partie qui est pour moi la plus brillante et la plus inhabituelle en fait de l'ensemble de... Thank you. C'est ça, c'est la quatrième partie en fait qui fait tout le truc. Donc, bon, voilà, je peux faire mieux. Alors, donc Pierre-Jean est un fabuleux romancier, vous l'avez saisi. C'est aussi un critique assez extraordinaire. Donc moi je vais pas oser parce que commencer à dire des paroles critiques sur de la critique, ça commence à devenir au bout d'un moment un peu abysmal. Donc moi j'avais commencé par La littérature sans estomac, qui est un livre de 2002 si je ne me trompe, mais qui est à la fois pamphlet et à la fois, moins quand même, panégyrique. Mais il y a un côté, bon ça répond évidemment enfin c'est un écho du pamphlet de Gracq, à l'époque où il refusait le prix Goncourt. C'est à la fois violent, lucide, etc. Mais plutôt que d'en parler, donc, ce que je suis en train de faire, ce qui n'est pas bien, mon chouchou absolu là-dedans, c'est Littérature monstre, mais il y en a beaucoup d'autres, vous verrez, qui sont vraiment très très intéressants. Littérature monstre, en fait, comme je ne saurais pas en parler, je vais me contenter de lire 2 pages de l'avant-propos, et vous allez voir, c'est lumineux, en fait. La majorité des textes de ce recueil est consacrée au développement du monstre dans la littérature française des années 1880-1914, le tournant du siècle qui précède le nôtre. Cela ne signifie pas qu'il faille trop vite leur trouver des ressemblances. En revanche, c'est là que se dessinent les grands traits de notre modernité. Autonomisation de la littérature, pour reprendre le mot de Bourdieu, dissémination des centres d'activité et d'élaboration théorique en une multitude de micro-mouvements et de groupes plus ou moins éphémères, disparition de la règle, conçue comme forme universellement admise au profit de l'individualisation de la forme, unique pour chaque œuvre et par conséquent de son incertitude. L'invention déterminante du vers libre intervient aux alentours de 1880. Crise de la représentation, avec notamment la fin du naturalisme et de l'ambition d'une littérature scientifique capable de donner une image globale d'une société et d'une époque, affaiblissement de l'idée de nature humaine au profit d'un homme historique et culturel, avènement de l'individu, invention des avant-gardes, renversement des valeurs esthétiques et valorisation du pervers, du mineur, du bizarre, du monstrueux et en général de la rareté. Intérêt pour le surnaturel, la magie, l'occultisme, les sectes ésotériques, tension vers l'irreprésentable et l'incompréhensible, abandon de l'univocité et de la clarté signifiante, divorce entre artistes et public, revendication de la marginalisation sociale, de l'anarchisme ou de la rébellion, nostalgie d'une authenticité perdue, deuil de la religion révélée, qu'achèvent les coups de Nietzsche, de Renan, de Darwin, fin de l'unité de la personne dans laquelle Taine, Schopenhauer, Hartmann, Freud, l'ensemble du développement du savoir psychiatrique montre les scissions. Un chapitre de cet ouvrage est d'ailleurs consacré au thème du dédoublement de la personnalité, omniprésent dans la psychiatrie de l'époque. Bref, du niveau purement formel jusqu'à celui de la place de l'artiste dans la société, le tournant du siècle est le moment où s'accomplit une atomisation de la création, dont nous ressentons encore aujourd'hui les effets, et certaines figures de cette atomisation sont ici examinées. Les avancées de la physique atomique, des psychologies de l'inconscient, la première théorie de la relativité semblent décomposer la réalité sous les yeux des hommes de la belle époque. Ni l'objet ni le sujet ne s'en tirent indemnes. On en trouve des échos dans les théories esthétiques élaborées par Schwab, par Bourget ou par Huysmans. Il est fascinant d'observer de quelle manière, notamment chez Schwab, la littérature essaye de se confronter à cette crise et à cet éclatement du réel. Ces écrivains ne croient plus aux théories naturalistes, qu'ils considèrent comme un ensemble de conventions comme un autre, au scientisme assez rustique. Ce qui est nouveau à la fin du siècle et qu'ont en commun ces auteurs, c'est la recherche des limites. L'écriture devient une exploration. On s'approche de ces espaces où il n'y a plus de sens, plus de figures déterminées, presque plus de lumière. On s'en approche mais sans y tomber. La littérature de la fin du XIXe siècle est prise dans cet écart entre sens et non-sens. C'est ce qui la rend passionnante. Tout le réel y est contaminé par le surréel, le sens par l'insignifiance, mais réciproquement, l'au-delà y fait encore partie de notre monde. Cet enjeu explique sans doute le fait qu'en dépit de cette crise, la littérature y a encore suffisamment d'importance pour qu'on considère comme normal de se battre pour elle. Si en 2008, le combat esthétique apparaît extravagant, voire suspect, aux alentours de 1890, la lutte autour d'une conception de la littérature est une lutte pour la vie. Sans doute parce que pour la plupart d'entre nous, la littérature a quitté la vie pour se réfugier dans le décorum culturel. S'il y a une ambition dans ce livre, c'est d'abord de montrer comment, jusque dans les confins esthétiques les plus étranges, la littérature peut encore être de la vie, comment c'est parfois dans le lointain des mots qu'il faut aller chercher l'immédiateté des choses.
normalement, vous devriez vraiment avoir envie de le lire. Voilà. Merci à tous. Et donc, Merci beaucoup. Donc on peut passer...